L'Empire du Maroc, il faut le rappeler. Cet empire que les géographes dessinent sur la carte comme une région nettement limitée, une et bien définie, se compose en réalité, au point de vue politique de parties très mal unies entre elles, c'est une confédération dont le chef nominal n'a le plus souvent sur ces sujets qu'une autorité très précaire, le Rif au nord, le Dukalah, l'Abda, le Haza, à l'ouest Tafil Tafidiga, l'est le Tchessula et le Tadchakan, au sud. Sans compter une infinité d'autres régions dont la nomenclature fatiguerait inutilement l'esprit du lecteur, demeurent, au vrai mot, des États indépendants que le sultan dompte de temps en temps par la force, mais qui ne gouvernent jamais au sens européen du mot. L'ensemble de ces territoires plus ou moins récalcitrants peut cependant être groupé en deux régions nettement tranchées, non pas au point de vue topographique mais sous le rapport des devoirs politiques qui incombent à l'une et à l'autre. On appelle pays du Maxen, c'est-à-dire pays du gouvernement. Les régions qui reconnaissent sans trop de difficulté l'autorité du sultan, le reste, c'est-à-dire l'ensemble des provinces insoumises, c'est le pays indépendant, le bled des Siba, le sultan ou shérif suprême et maître absolu de la terre et des hommes possesseurs du sol, maître de la vie de ses sujets. Il est également le chef religieux de l'empire, le représentant de Mahomet. Au-dessous de lui, le sultan délègue une partie de son pouvoir à un certain nombre de ses frères, qui en qualité de califat lieutenant, perçoivent l'impôt et l'envoient au maître non sans avoir prélevé de fortes dîmes. Toute la préoccupation des sujets de l'empereur consiste à se mettre en état de payer le tribut, d'en payer le moins possible, et pour satisfaire à ce dernier desideratum, il est nécessaire de produire juste de façon à ne pas mourir de faim. L'impôt, qui est au Maroc le grand souci de chacun, des uns pour le prélever, des autres pour s'y soustraire, se perçoit de deux façons différentes, dont une est absolument particulière au pays. Malheureusement, il advient que les agents humains chargés d'évaluer les moissons et les bestiaux se livrent, dans leurs appréciations, à des erreurs telles, que la dîme fixée par eux atteint souvent la valeur totale des recettes ou des troupeaux. Comme le malheureux contribuable n'a aucun moyen de réclamer, il en est réduit à payer ou à se taire. Quant à résister, il ne faut pas qu'il y songe, la prison ou la bastonnade se chargerait de lui prouver qu'il a eu tort. Ceci est dit, bien entendu, pour les pays du Maxen, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'impôt consenti bénévolement par les populations. Dans les pays de Siba, les choses ne sont pas aussi faciles. Il est un certain nombre de ces territoires desquels le sultan n'a jamais pu tirer un flous, cette pièce dont 120 font un franc. Quant aux autres, ceux auxquels sa majesté chérifienne cherche, de temps en temps, à soutirer quelques piastres. La perception s'opère de la façon que nous allons dire. Chaque année, le gouvernement du Maxen invite les tribus kabyles insoumises à lui verser un impôt dont la quotité est tantôt fixée et tantôt aussi laissée à la généreuse appréciation des tribus. Celles-ci font généralement la sourde oreille. Alors le sultan monte à cheval, rassemble son armée et procède à coups de fusil à la rentrée des deniers de l'État. Comme les récalcitrants sont nombreux, comme le pays est vaste, l'empereur passe sa vie dans cette existence nomade, et soit d'un côté, soit de l'autre, on peut dire sans exagération, que le nombre de jours où il n'est pas en expédition est infiniment restreint. Après avoir arrêté de quel côté il tournera ses pas, l'empereur s'avance, précédé de ses troupes dans la direction de la tribu sur laquelle il a jeté son dévolu. Le pillage, l'incendie, la razzia marque aussitôt son passage, comme il a un petit nombre de troupes et qu'il tient à les ménager, quand une tribu se résout à l'attendre de pied ferme, il ne fait pas donner tout d'abord l'assaut par ses troupes régulières. On cherche, dans les environs, une Kabila en guerre avec la Kabila rebelle. On excite son fanatisme et ses rancunes, puis on la lance en tête de colonne sur les récalcitrants. Ces derniers font généralement des premiers assaillants un grand carnage, mais, au bout de quelques heures de lutte, ils sont épuisés ou tout du moins fatigués. C'est alors que le sultan ameute sur les pauvres airs à bout de force ses propres bataillons. Après une lutte plus ou moins acharnée, les malheureux berbères sont le plus souvent écrasés. Et alors tout ce qui reste debout est massacré si ce sont des hommes, des femmes ou des enfants, et rasé ou incendié s'il s'agit de maisons. Quant aux bestiaux, aux chameaux, aux mulets, aux moissons, tout vient grossir le butin du vainqueur, qui, chargé de dépouilles au pime, va un peu plus loin chercher de nouvelles victimes et de nouveaux lauriers. Cette façon d'inculquer à ses sujets l'amour de sa personne ne produit pas l'effet auquel on pourrait s'attendre. Que le sultan soit tendrement aimé dans son empire, nous n'oserions le prétendre, mais, outre qu'il est craint, sa qualité à peu près reconnue partout de chef religieux, de représentant de Mahomet, lui permet de commettre ses exactions sans que son nom soit exécré. Si étrange que soit ce résultat d'un fanatisme aveugle et inintelligent, il existe. Malgré ses troupes, malgré sa tactique à droite, le sultan actuel Moulay Hassan n'a pas toujours le dessus, et la déroute de Tadeh éprouvée en 1874 est un exemple des échecs qu'il peut subir. Néanmoins,
Il arrive la plupart du temps tant bien que mal à ses fins et force reste à la loi si l'on peut appeler loi la singulière autorité du shérif.